Quand on passe par Sabine, avec ses sabineries, on apprend un peu à déconstruire ses théories pour plutôt aller sur ce qui est le plus important pour le client. Ça m'inspire la sieste parce que Sabine, c'est une personne qui, un jour, m'a proposé de faire une sieste en séance de coaching. Et je pense pas que ce soit quelque chose de très académique, mais ça a changé ma vie. Les sabineries, ce sont ces différences culturelles qui influencent nos perceptions. Ce sont les différentes visions qui s'entrecroisent sur ce qu'on désire à ce moment-là et ce qu'on cherche à comprendre. Et puis, sa capacité à poser un recadrage ou une question qui nous rapproche à la fois d'elle et de la réponse qu'on est en train de chercher. Et ça, c'est un savoir-faire, c'est un art que Sabine maîtrise à la perfection. Ça m'inspire en fait une manière d'aborder les séances de supervision qui sont très spécifiques à Sabine et qui sortent de tous les apprentissages qu'on a pu faire auparavant en école de coaching. Et de mon côté, ça a été très secouant, les premières séances de supervision, car j'ai eu l'impression de déconstruire des choses que j'avais appris en théorie grâce à ces sabineries. Et je suis très content d'être passé par là. Les sabineries, c'est-à-dire cette forme de créativité, d'utilisation de ce qui se passe dans le moment et dans l'alchimie des relations, notamment en groupe, qui font que, à ce moment-là, Sabine va prendre un angle complètement à contre-pied qui va retourner le groupe ou la problématique de la personne et créer un point de bascule d'une façon tout à fait inattendue. Et si je vais un petit peu plus loin, je qualifierais les sabineries comme étant un mix de beaucoup de bienveillance, d'irrévérence aussi, d'exigence beaucoup, d'humour parfois et de contre-pied. Et c'est ce qui rend le coaching plus vivant et moins théorique. La sabinerie, pour moi, c'est arriver en supervision en se disant qu'on sera surpris quoi qu'il arrive. Il y aura toujours une référence théorique qui sera pas forcément liée à une théorie de coaching d'ailleurs. Ça va l'épuiser très largement, mais de toute façon, on la regardera toujours par une facette à laquelle on ne s'attendait pas. Les sabineries, pour moi, sont très inspirantes sur comment je vais être avec mon client plus que ce que je vais faire. Et j'ai appris ça avec Sabine. Ça m'inspire la façon assez originale dont Sabine s'approprie les théories. Elle se les approprie à la lumière de ses expériences et elle fait des liens et elle élabore au-delà d'ailleurs des théories en fonction de son expérience. C'est ce qui fait qu'elle a toujours quelque chose d'innovant ou de décalé en fait à raconter, je pense, en début de séance de supervision. Sabine & Co. Laissez-vous surprendre par les mots, les idées et les expériences partagées. Sabine Avrèche-Fraiseux, bonjour. Bonjour David. Alors, bienvenue aux auditrices et aux auditeurs dans ce deuxième épisode dont le thème est des théories aux sabineries. Théorie aux sabineries, qui est le thème que j'ai partagé avec des coachs que tu as en supervision ou des clients ou des collègues dans un micro-trottoir que tu viens d'écouter. Alors, qu'est-ce que tu ressens après ces quelques minutes d'écoute ? D'abord, je suis émue d'entendre toutes les personnes s'exprimer autour d'une question que tu as posée. Je sens que cette histoire des théories ou sabineries a vraiment été un espace de création, de réflexion. Et je suis vraiment étonnée que tant de personnes voient quelque chose en moi que moi-même je vois beaucoup moins. Je suis en train de digérer toutes ces informations que j'ai entendues. Je me régule un peu émotionnellement, mais je suis vraiment très touchée par ce que j'ai entendu. Alors peut-être parler du sous-titre de cet épisode qui est le suivant, transformer les concepts en pratiques vivantes et incarnées. C'est un vaste sujet, c'est pas facile de l'aborder parce qu'il s'agit bien des théories et comment les transformer dans quelque chose de vivant. Parce que les théories, pour les théories, c'est intéressant dans une discussion intellectuelle, ça peut être même passionnant. Je considère que c'est pas ça qui est intéressant pour accompagner nos clients, pour rendre les théories pratiques. Donc le sous-titre dit plus que le titre et dit surtout l'enjeu, de quoi il s'agit, pourquoi j'en parle et qu'est-ce que je pense des théories et de comment les rendre pratiques pour nos clients, pour nous-mêmes et pour une vie qui est plus agréable et qui est vivante.
te propose une définition de la sabinerie pour que les auditrices et les auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. À l'écoute des différentes personnes qui ont participé à ce micro-trottoir, je me dis que c'est un peu comme des métaphores pratiques ou des réflexions uniques ancrées dans ta vision singulière du coaching et de la supervision et probablement aussi issues de ta dimension multiculturelle. Est-ce que ça te convient comme définition ? C'est très difficile pour moi de dire ce que c'est parce que c'est un client qui m'a parlé pour la première fois de ce mot, sabinerie. Et moi, dans un premier temps, j'ai compris sabinerie. En 2 mots. En 2 mots. Donc, je me dis sabinerie. Je trouvais ça drôle, mais je comprenais pas pourquoi. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il parlait bien d'une sorte d'expérience qu'il a fait en ma présence, et d'ailleurs toute l'équipe, et qu'il m'appelait pour dire il faut qu'on organise une sabinerie. J'ai jamais creusé pour savoir ce que c'était une sabinerie, mais ce que je viens d'entendre et ce que tu viens de dire m'indique que ça a à voir avec une sorte de rupture créatrice, de changer d'angle, de proposer quelque chose qui n'a pas été fait et qu'ils appellent une sabinerie. Ils m'ont donné ce mot-là, alors j'aime bien l'utiliser parce que finalement c'est mon invitation à trouver son style, mon invitation à pratiquer, à rendre des choses que nous avons entendues, accueillies, vivantes pour d'autres, transmissibles à d'autres. Et donc cette définition que tu me partages, c'est bien ça et c'est pas ça en même temps. J'entends bien cette histoire de métaphore, mais je pense le plus intéressant, c'est ce que les gens ont dit, à quoi ça sert. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment ce décalage, c'est peut-être parfois un pas d'avance, peut-être un autre regard, et toujours mon envie de réinventer. Quelqu'un a dit créer des fissures dans les croyances et dans la manière de fonctionner. Et ça, je pense, c'est l'essence des sabineries. C'est mon envie d'ouvrir pour qu'on trouve plus d'espace pour autre chose. Ce que certains disent aussi, c'est qu'au fond, les théories sont des points d'ancrage, mais elles doivent devenir flexibles pour s'adapter au terrain. Oui. Et que les sabineries permettent ça, en faisant un pas de côté sémantique ou autre. Oui, je pense que c'est important de revenir sur ce que c'est une théorie, en fait. Une théorie qui est un ensemble de croyances, d'explications qui servent à expliquer un phénomène observable. Et pour qu'une théorie puisse fonctionner ou être acceptée, c'est qu'elle doit être prouvable, elle doit être à peu près universelle. D'autres peuvent la compléter, mais pas complètement la mettre en question. Et dans notre métier, il est important d'avoir un socle de théorie, c'est-à-dire de réflexion, d'explication des phénomènes qui nous aident à avoir un regard sur ce qui nous arrive, ce que les clients nous apportent, ce qu'une équipe vit, pour ne pas être purement subjectif, purement intuitif, purement dans son monde à soi. Je pense que les théories sont nécessaires. D'ailleurs, il y en a tellement que chacun peut vraiment faire son shopping de théories. Il y a beaucoup de théories sur la relation qui m'ont toujours inspiré. Il y a la gestalt thérapie d'un côté. Je suis un peu moins analyse transactionnelle parce que ça me plaît un peu moins. J'aime beaucoup plus la théorie d'attachement. Ou aussi ce que j'ai découvert récemment, alors je vais m'y plonger, la théorie des relations amoureuses, qui sont aussi autour d'un triangle passion, intimité et engagement. Et je trouve c'est important que nous avons une sorte de fondation sur quoi on regarde le monde. Donc en quoi une théorie que j'aime, que je pratique, fait de moi quelque chose, va me façonner moi-même, va m'obliger de développer un regard parce qu'elle est conforme avec la théorie. Je trouve que c'est un sujet vraiment fascinant. Je trouve qu'on ne peut pas faire notre métier sans, mais la question après, c'est à quoi servent les théories dans la pratique d'accompagnement. Et c'est là où il y a le deuxième pas qui est rendre une théorie pratique. Et ça se fait par l'expérience. Ça se fait par trouver la partie vivante et applicable dans une théorie. Et tout ça appliqué à nos clients. Et pour que moi, j'ai trouvé les applications possibles ou les ponts, j'ai dû questionner les théories, réinventer un peu les théories pour voir, oui, ça peut fonctionner, ça peut aider un client. Et très honnêtement, ceux qui me connaissent, y compris donc mes clients s'ils écoutent, c'est que jamais on m'entend parler d'une théorie en accompagnement. Je ne développe pas une théorie, ni une approche théorique. Quand je parle à mes clients, c'est plutôt, quelqu'un l'a dit d'ailleurs très bien, des fondements théoriques, mais qui sont applicables, rendus accessibles à des personnes quand c'est pertinent, mais jamais un client m'a entendu parler de la gestalt. Jamais quelqu'un m'a entendu parler de l'analyse transactionnelle. Et je trouve que c'est un art de savoir qu'on est ancré dans des théories et en même temps s'en détacher suffisamment pour pouvoir sa propre façon de les appliquer avec nos clients et dans la relation dans laquelle on vit avec nos clients.
Alors ce qu'on dit là, c'est vrai en fait effectivement pour tous les professionnels de l'accompagnement, mais c'est aussi vrai pour les managers, pour les dirigeants. Il y a aussi des théories les concernant et il y a la théorie et la pratique. Tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est important pour moi, il y a des théories de leadership, il y a des théories de management. Et parfois, je peux avoir l'impression que tout le monde veut apprendre uniquement par théorie managériale ou du leadership. Mais dans la réalité, tout s'incarne dans une relation par rapport à quelqu'un. Et on peut avoir très grande théorie de leadership et être un leader qui inspire pas. On peut être un manager qui connaît parfaitement les théories managériales et dans la réalité, il n'est pas suivi. Donc cette question où nous nous situons entre théorie et pratique est une question importante à se poser pour chacun, pour les coachs, les leaders, les managers. Je dis simplement, sans théorie et juste dans l'intuition, je trouve c'est pas suffisant parce que ça permet pas de transmettre. Donc, il y a quand même un cadre derrière qui me permet aussi de dire ça, c'est vraiment trop loin. On peut pas aller là parce qu'il y a aucun fondement. J'ai été très marquée par une remarque de François Délivré quand il m'a formée il y a longtemps. Il était encore intervenant chez International Mosaic. Il a bien parlé de l'intuition et des fulgurances qu'il peut avoir et il nous a dit une phrase qui m'est restée, qui a dit « Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais à chaque fois, vous devez être capable d'expliquer pourquoi vous êtes arrivé à dire ce que vous dites. » Et pour moi, c'était une loi. C'est comme si quelqu'un m'a formulé une loi qui fait, voilà le sens des théories. Je dois être capable d'expliquer pourquoi j'ai raisonné comme ça et pas laisser quelqu'un par c'est intuitif, c'est comme ça. Et cette phrase-là, elle m'a accompagnée depuis maintenant presque 20 ans et je trouve qu'elle fait un très bon pont aussi entre théorie et sabinerie ou théorie et autres noms qu'on peut trouver. J'ai bien compris que les sabineries étaient inconscientes. Pour autant, une des fonctions, me semble-t-il, c'est de traduire les concepts complexes en interventions pragmatiques et accessibles. Oui, parce que fondamentalement, je suis mis en mouvement par la pratique et par quelque chose qui est vivable, vivant et praticable. Donc, une théorie, pour moi, est toujours un peu sèche, un peu froide et un peu théorique, du coup, et ça aide pas à passer à l'action. Peut-être je suis très influencée par le fait que je suis une juriste. Donc, moi, j'ai étudié le droit pendant 13 ans. J'ai fait une thèse de doctorat, donc théorique, même si c'était sur l'art et l'histoire des avocats. Mais je sais que la loi est pas une théorie, c'est une loi. Mais en fait, ce qui fait qu'on exprime et qu'on habite une loi, c'est les cas de la jurisprudence qui vont nous donner quelque chose de concret. Et c'est la même chose avec les théories et les sabineries ou la praticabilité qui est qu'est-ce que ça veut dire dans un cas donné. Comme chaque cas est très individuel, comme chaque cas nécessite une sorte de vivacité d'esprit et de cœur pour accompagner, une théorie va simplement assécher ce qui est le plus humain dans une relation. C'est pour ça que je m'en méfie et c'est pour ça que je change souvent de théorie, ce qui est parfois perturbateur pour ceux que je supervise, mais je peux être une gestaltiste d'un jour et la prochaine fois, je parle de la théorie quantique, dans ce que je sais. Et j'aime ça, j'aime cette vivacité d'esprit et à chaque fois quand je combine ces manières-là avec mes clients, on trouve un concept qui est praticable. Quand c'est praticable, eh bien, ça fait transformation et quand c'est transformation, ça avance. Une des autres fonctions des sabineries, soulignée par les personnes qui ont participé au micro-trottoir, c'est la fonction humour. C'est-à-dire que le décalage, parfois interculturel ou dans d'autres situations, ça peut être lié à d'autres caractéristiques de ta pratique, mais ça crée parfois un décalage humoristique qui permet aussi d'alléger parfois le sujet ou en tout cas de voir les choses avec un angle un peu différent, sans perdre la profondeur. L'humour, je sais pas en fait si je suis vraiment quelqu'un qui sait faire de l'humour, mais je sais que je peux rire des situations. Je peux les dédramatiser. Je peux sourire quand d'autres trouvent c'est extrêmement sérieux. J'aime à ce moment-là donner plus de légèreté, comme je disais déjà dans le Delta. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a contacté, qui m'a dit je suis plutôt cerveau gauche, donc chiffres, donc très rationnel, très ceci, cela. Et elle était convaincue qu'elle était comme ça. Moi, à l'intérieur de moi, je ris avec douceur et humanité parce qu'en fait, elle a bien une autre partie. C'est pas que ça. Donc, de presque, je suis là, comment on peut arriver à s'auto-déterminer avec une seule partie de soi? Et en fait, c'est la blague, le rire qui a aidé à dédramatiser la situation aujourd'hui. Parce que je le disais, c'est comme moi, je disais uniquement je suis allemande. Mais je suis bien plus que ça. Je suis un peu français, je suis coach, je suis maman, je suis passionnée de l'opéra, je suis artiste, j'écris. En fait, j'ai éclaté de rire, en fait, de dire, waouh, comment vous pouvez faire ça? Or, c'est plus compliqué que ça.
C'est ça que j'aime apporter pour que, en fait, on se rend compte que nous avons tendance à nous mettre nous-mêmes dans des descriptions plutôt de voir qu'est-ce qu'on fait dans la partie holistique. Alors je te propose en fait 3 citations extraites de ton livre qui moi m'ont touché par rapport à ce thème des théories aux sabineries. La première est la suivante. Une théorie n'est utile que si elle accepte de se faire déformer par la réalité. Ça, j'aime bien parce que ça met la théorie au service de la réalité. C'est pas la théorie qui va nous expliquer la réalité. Et si la réalité jouait avec la théorie pour en fait la tordre un peu, la changer un peu. C'est ça qui est intéressant. C'est pas prouver qu'une théorie est vraie, prouver qu'une théorie est juste, mais comment la réalité joue avec la théorie. Comment la réalité va façonner la théorie. Moi, j'aime bien des approches, comme je disais, gestaltistes, mais aussi philosophiques, existentielles. Souvent, je me dis, mais qu'est-ce que la réalité m'enseigne sur la théorie? Qu'est-ce que, en fait, ce client qui me parle me dit de ma propre approche à la théorie? Et je trouve c'est intéressant de faire une réciprocité entre théorie et réalité et pas figer l'un par l'autre ou vice-versa. Je crois que toute mon approche, quelque part inconsciente, c'est naviguer entre théorie et réalité. Et en même temps, je suis passionnée par la réalité telle qu'elle se présente. Il y a un collègue qui disait un jour, ça marche en pratique, mais c'est pas possible en théorie. Et je crois que ça résume bien cette idée-là. Alors il y a une autre citation de ton livre que j'ai trouvée amusante, c'est celle-ci. Les sabineries, c'est l'art de donner vie aux idées tout en restant au service de la relation. En tout cas, ce qui est sûr, que les sabineries servent la relation. Et donc, quelque part, la théorie la plus importante pour moi sur la relation, presque, je dirais ça, c'est le fondement. Et tout doit servir la relation. Si ça permet de revenir dans la relation, d'ancrer quelqu'un dans la relation, dans ce cas-là, la sabinerie a fonctionné. Parce que rire ensemble, on se retrouve en relation. Décalé, on se retrouve en relation. Si ça devient « j'ai raison, vous avez tort » ou si ça devient un débat, c'est une forme de relation que j'aime moins parce qu'elle est moins explorative. Moi, j'aime qu'on écoute à deux ce que le sujet que discute nous enseigne, ce qui permet à l'autre d'explorer. Et donc, cette partie-là, qui est revenir en relation, oui, c'est pour moi très important. Un peu plus loin dans le livre, tu expliques « Quand une cliente ou un client rit d'une sabinerie, je sais que le message a touché au cœur. » En fait, je l'ai uniquement observé depuis que le client m'a parlé des sabineries ou quand j'ai osé d'en faire un chapitre de ce livre, qui me demandait du courage à mettre sabinerie. C'est comme si c'est une étincelle qui passe. Quand c'est vraiment on va dire une bonne sabinerie, dont je suis pas maître complètement, donc elle me dépasse elle-même. Quand il y a quelque chose comme ça qui passe de l'autre côté, je pense que ça dépasse la pure compréhension intellectuelle. Ça touche au cœur de l'autre et en contrepartie, ça touche au mien également. Donc c'est vraiment une rencontre de cœur à cœur. Toutes les résistances, si on peut dire, toutes les croyances, toutes les défenses qu'on a pu se faire d'un point de vue intellectuel sont un peu volées à l'éclat pendant le moment de la sabinerie. Quand ça, c'est le cas, j'ai fait la fissure nécessaire et 2, c'est comme si quelque chose se détend dans la relation et on retrouve un nouveau terrain. Donc oui, j'aime bien cette expression, ça touche au cœur, parce que ça dépasse uniquement la compréhension intellectuelle. Tu l'as dit plusieurs fois, c'est un client qui un jour t'a dit « ça c'est une sabinerie », etc. Ça fait combien de temps que ça s'est passé ? C'est Claude, pour donner son prénom. Donc du coup, il est pour toujours dans mon esprit, parce que j'utilise maintenant cette expression qu'il a forgée, lui-même d'ailleurs un très créatif, il y a 5 ans, peut-être 6 ans. Et il m'a appelé en disant « Sabine, on a besoin d'une sabinerie ». Et très honnêtement, je ne comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire. Je sentais bien, mais c'est comme ça a commencé. Je dis presque le fait qu'il a inventé ce mot-là a généré cet effet que je parle au cœur, dont je parle, qui m'a touché au cœur et donc qui m'a vraiment marqué parce que c'est devenu une idée. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des sabineries, il y a aussi des monicaries, il y a des valérieries. Donc, c'est pas moi, autant que Sabine, c'est juste une idée, une manière d'être que je peux pas enseigner, mais j'ai essayé de transmettre. Mais en tout cas, ça n'est pas que moi. Donc c'est duplicable, chacun dans sa pratique effectivement peut d'une manière plus ou moins créative, plus ou moins humoristique, de manière consciente ou inconsciente, favoriser une sorte de fissure chez le client, chez la cliente, l'aider à faire un pas de côté pour voir les choses différemment. Oui, tout le monde peut le faire. Chaque dirigeant presque doit le faire. On attend de lui qu'il fait quelque chose de différent, donc il doit trouver sa manière de faire l'impact.
Et je pense c'est ça que nos clients retiennent quand ils parlent de nous. Donc, quand on doit développer aussi un business de coaching, il est important de se poser la question, qu'est-ce que je souhaite que les gens que je rencontre vivent en ma présence? C'est qu'est-ce que je veux vraiment, que dans le peu de temps que j'ai, que la personne vit avec moi dans la relation. Et là, c'est plus intéressant d'avoir un impact style sabinerie ou autre, aux créativités, que parler des théories, parler du contenu, parler de tout ce qu'on a fait pour être aujourd'hui un bon expert. Ça, je crois que c'est très important. Pour les leaders, j'appelle ça la signature énergétique. Vraiment cette question, quelle énergie doit émaner de moi pour que ça puisse toucher l'autre et donner envie d'être quelque chose ou de devenir quelqu'un ou faire quelque chose. Est-ce que tu crois qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est une manifestation de leadership? La trace que tu laisses chez l'autre, chez le client, chez la cliente, chez un collègue, etc. C'est une question intéressante, je me suis jamais posé la question comme ça. Mais il y a quelque chose de laisser une trace. Et d'oser apparaître avec authenticité dans un partage un peu une fulgurance, sans jugement, mais un partage authentique. Ça, oui, c'est effectivement, il y a pendant un court espace-temps, il y a moins de clients, coachs, il y a humain à humain, quelque chose est éveillé à ce moment-là. Et ça me paraît très important. Donc, ça peut être effectivement une forme d'impact de leadership. Et d'ailleurs, je pense qu'autant que coach qui veut animer des groupes et des grands groupes doit avoir une envie de leadership, parce que sinon, c'est quand même pas facile, selon moi. Il y a une approche qui a été pour moi très marquante, qui est l'approche de l'amitié, donc de philia grecque. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que j'ai toujours dit la meilleure métaphore pour nous rappeler ce que c'est un coach, c'est être un bon ami avec son client. Parce qu'un bon ami avec son client, c'est je suis là pour écouter, c'est suffisamment intime pour pouvoir partager, c'est une sorte de bienveillance, c'est une sorte de challenge aussi. Très souvent, je me dis, la métaphore de la bonne amie ou du bon ami, c'est exactement ça, ce qu'il faut pour donner une idée à ce que c'est un coach. Et quand c'est là, quand c'est présent et que nous sommes comme bon ami et coach, alors je crois que les sabineries arrivent plus facilement. Parce que le terrain d'intimité, de réciprocité, de relation est plus près que être dans une structure très rigide. Moi, autant coach, je suis neutre, je fais pas ceci. Je pense que c'est pas propice à la sabinerie ou à n'importe qui veut faire un impact créatif. Alors, je souriais en t'écoutant parce que bon ami, c'est aussi une expression qui peut sous-entendre petit copain, petite copine. Ah. Donc, le coach n'est pas le petit copain ou la petite copine de son client ou de sa cliente. Bon, merci. Mais voilà, bienvenue à nouveau dans la réalité des cultures. C'est vraiment dans le sens vertueux d'amis, tel que ça a été vraiment décrit. Et c'est passionnant de lire ça, parce que pour eux, le lien, c'est un lien social qui permet aux communautés d'évoluer. C'est le lien qui permet à quelqu'un d'évoluer et c'est le lien qui permet à deux personnes de chercher plus haut. Donc, je trouve que ça donne une très bonne idée à ce que c'est. D'ailleurs, ça me rappelle le nom au début de ma société, c'était Philéna, qui était déjà dans cette approche-là de trouver cette amitié profonde qui me permet, d'être libre et qui permet à l'autre d'être libre dans une relation. Et maintenant, c'est Joy and Business. Et maintenant, c'est Joy and Business qui est aussi bien, c'est même mieux. Qu'est-ce qui, selon toi, transforme une théorie en un outil réellement utile et incarné dans la relation d'accompagnement? Selon moi, il y a un premier facteur qui est, il est important d'aimer la théorie. Il faut tomber un peu amoureux d'une théorie. La deuxième chose, c'est expérimenter soi-même ce que la théorie fait de nous et de ce que ça va donner en appliquant des concepts, des idées qui sont promus par la théorie. Exemple, le cycle de contact de la Gestalt, c'est une théorie, mais on peut très bien le pratiquer, on peut très bien voir où nous sommes dans le pré-contact, le plein contact ou le post-contact. On peut voir ce que ça nous fait, on peut voir où on est bien. Ça veut dire, avant même de l'utiliser comme un outil pour l'autre, c'est toujours autopratiquer. Quand j'ai suffisamment autopratiqué, ça devient évident pour moi ce qui est utilisable pour le client. Et pour que ça puisse être utilisable, c'est la capacité de dire « je l'ai pratiqué ». Je vois aussi ce que ça donne, donc je vous le propose. C'est rare que je prends un outil d'un livre ou de quelque chose que j'ai vu pour appliquer immédiatement. Ça passe toujours par un travail intérieur. Je vis, j'expérimente et je vois si c'est applicable. Cette expérience personnelle est importante pour rendre un outil applicable pour le client. J'ai un deuxième exemple. À un moment, j'ai lu une théorie, je me rappelle plus, mais sur la fin et le début.
C'est tout a une fin, tout a un début, etc. Il y a des moments où on peut l'expérimenter. Et moi, je me suis dit, pour expérimenter fin et début, c'est la porte. Donc, à chaque fois, je vais passer une porte, il y a bien quelque chose qui finit et il y a bien quelque chose qui s'ouvre. Et donc, j'ai passé 2 jours pour compter le nombre de portes que je passais par jour. Entre le porte d'ascenseur, le porte dans mon appartement, la porte dans les toilettes, la porte chez les clients. Et je suis arrivée un jour à 150 portes par jour. Et quand je me suis dit 150 portes par jour qui demandent de comprendre que ça c'est fini et ça commence, eh bien ça a changé complètement ma vision sur les transitions, sur un exercice très pratique. Quand on se concentre toute la journée sur combien de portes je traverse, ça focalise. Ça fait une véritable expérience et à la fin, on se rend compte de nombre de portes qu'on passe dont on n'est même pas conscient. Une fois que j'ai vécu ça, là, j'ai demandé aux clients, comptez-moi les portes que vous passez par jour et regardez ce qui se passe quand vous passez d'une salle de réunion à l'autre. Comment vous ouvrez la porte, comment vous fermez la porte et qu'est-ce que ça dit de votre vie. C'est devenu un outil, mais c'est un outil par pratique personnelle. Ce qui est intéressant là, à travers ce second exemple, c'est aussi la dimension très expérientielle de ta manière de vivre, j'ai envie de dire, les théories. Oui, c'est ça qui fait qu'une théorie devient un outil applicable. C'est ce que j'appelle pratiquer, expérimenter, explorer, expérimenter, mais au quotidien. C'est pas de temps en temps avec un client, c'est d'abord au quotidien. Je me rappellerai toujours, parce que je suis arrivée en séminaire et mon ouverture, c'était combien de portes avez-vous déjà fermées derrière vous? Tout le séminaire était sur c'est quoi la prochaine porte. Donc, ça ne devient pas une nouvelle théorie, mais ça devient très pratique et très métaphorique. Je veux dire, ça permet des nouvelles choses. Donc, pour moi, il faut aimer la théorie, la pratiquer et trouver une manière de la rendre accessible à l'autre par la pratique et l'exploration et l'expérimentation. Même si la plupart du temps les sabineries sont inconscientes, est-ce que dans certaines séances que tu pourrais percevoir comme plus difficiles, avec un client qui a peut-être un petit peu moins envie d'y aller, qui est peut-être un petit peu réticent, etc., est-ce que ça t'arrive d'utiliser consciemment une sabinerie ou en tout cas de faire un trait d'humour, d'utiliser le delta multiculturel pour essayer peut-être d'alléger la situation ou en tout cas d'enrichir la conversation et faire évoluer le client ou la cliente? Si c'est vraiment très consciente, si je le fais avec une intention, pour moi, ça n'est plus une sabinerie. C'est une approche pédagogique d'intervenir. Dans ce cas-là, manque cette étincelle de spontanéité. Du coup, ça m'arrive plutôt rarement de l'utiliser. Si vraiment, à un moment, je sens que je souhaite rajouter de la légèreté, en fait, la plupart du temps, c'était déjà parti. C'est plutôt inconscient, intuitif. C'est certainement pas complètement nouveau. Parce qu'en fait, je jongle avec ça beaucoup dans ma vie. Mais si je me voyais faire consciemment une décision, là, ça sera bien je ne pense pas que ça marchera. Je pense qu'on a parlé dans le Delta de la remarque que je fais à un comité de direction en Asie sur la créativité. Ça a été probablement une sabinerie. J'ai réfléchi comment l'articuler, donc c'est le point 3 de ce que je disais tout à l'heure, mais ça m'est venu spontanément, jamais j'aurais pu le faire en disant là je vais regarder comment je vais passer une sabinerie de créativité. Je ne pense pas que je fais ça consciemment. En tout cas, si je le fais, c'est pas une sabinerie. Dans l'exemple que tu évoquais juste avant, sur le comptage des portes passées au cours d'une journée, ce qui est très notable, je trouve, très perceptible, c'est que d'abord tu l'expérimentes toi-même pour voir en quoi ça te nourrit, etc., avant de le proposer à ton client. Donc c'est important pour toi d'expérimenter avant de faire vivre au client. Oui, ça, pour moi, c'est un principe éthique, personnel, qui est je ne propose jamais à mes clients ce que j'ai pas vécu moi. Pourquoi? Parce que ça veut dire demander quelque chose à l'autre sans l'avoir pratiqué. C'est pour ça, je suis quelqu'un qui continue à être supervisé pour faire la même chose de l'autre côté. Un outil va apprendre sa puissance avec la touche personnelle de la personne qui l'utilise. Si ça n'est pas pratiqué, si ça n'est pas fait à la main de la personne qui l'utilise, ça peut avoir un effet positif, ça peut faire avancer nos clients, ça peut avancer les équipes d'un leader, mais ça n'aurait pas un impact puissant, à mon avis, parce que manque l'expérimentation personnelle. Comme c'est dépourvu de cette vie d'expérience personnelle, je pense que c'est vraiment important pour nous les coachs, mais pour les leaders, les managers, quand nous avons des outils à notre disposition, c'est explorer ce que c'est d'abord en nous. Je peux donner plein d'exemples. Je peux donner l'exemple de quelque chose qui est assez en vogue actuellement, qui est l'EcoCycle, à classer les projets sur maturité, sur naissance, sur destruction, etc. Oui, c'est très facile de proposer à nos clients.
On peut le dire, voilà, j'ai ça, on va le faire. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'abord faire soi-même le travail. C'est quoi mes propres projets, peut-être mes propres comportements, mes propres croyances et comment c'est tellement difficile de les mettre quelque part et de les mettre dans l'éco-cycle, de se rendre compte que c'est pas si facile que ça de mettre un projet sur maturité ou un projet naissant. Une fois qu'on l'a fait soi-même, on a en fait plus, j'appelle ça de bienveillance, un peu plus d'amour pour nos clients, de voir la difficulté que c'est de placer les projets. Si on l'a pas fait soi, on se dit juste, c'est un bon outil, on va l'utiliser. Pour moi, c'est pas suffisant. Et c'est pas suffisant parce que je trouve que un outil peut être plus puissant. Et surtout, le meilleur outil de coaching, c'est le coach, c'est nous, ou du leader, c'est le leader. Donc, on doit pratiquer avant de proposer, selon moi. Mais ça, c'est ma loi à moi. Et là, par contre, je peux être très rigide du coup. Et quelqu'un qui m'invite à dire, ouais, mais en fait, on peut faire autrement, c'est vrai que je peux être un peu rigide parce que je crois vraiment que c'est important d'auto-explorer. Dans la mesure où potentiellement une sabinerie pourrait parler de toi et constituerait une sorte de miroir de ta sensibilité, de ta pratique, de plein de choses qui parlent de toi, est-ce que ça t'arrive de l'amener en supervision pour le décortiquer et te réapproprier des choses de ce que tu as dit à ton client à ce moment-là ou ta cliente? Ça m'arrive de temps en temps de demander mais qu'est-ce qui fait que j'ai fait ça? C'est quoi tous les éléments qu'en fait j'ai connectés, que j'ai regardés, que j'ai vus et pourquoi maintenant et qu'est-ce que ça dit de moi à ce moment-là? Et ça, c'est souvent que j'emmène ça dans les supervisions pour voir ou pour qu'on m'aide à voir en quoi c'est intéressant pour les clients, en quoi ça a quelque chose qui est vivant en moi, en quoi c'est peut-être particulier de ce que j'ai, mais aussi souvent avec ma question, comment je peux donner envie aux autres de trouver leur propre étincelle. C'est vraiment ça qui me motive, mais oui, c'est vrai. Mais de comprendre des mécanismes de qu'est-ce qui fait que à ce moment-là j'ai dit ça, ça c'est quelque chose que je trouve fascinant et en même temps c'est éphémère. Ça a été vrai dans une situation, après on peut dire quand ça se répète, c'est un pattern comme on dit, mais en même temps c'est quand même très éphémère. Ce que j'ai fait une fois, c'est rare que je le fais deuxième fois. Et donc j'aime mes supervisions pour ça. Et j'ai des superviseurs qui me décalent souvent. Il faut quand même être reconnaissant. J'ai appris aussi à être décalé par la supervision depuis 20 ans, par mon superviseur aux États-Unis qui me décale beaucoup, qui regarde les choses à chaque fois autrement, donc qui fait avec moi ce que probablement je fais avec d'autres, mes clients, mes amis aussi. Et à chaque fois, je me dis, par moment, c'est quand même fatigant. Et par moment, waouh, j'ai pas vu comment il a fait. Ça me permet de voir, ça peut être un peu fascinant comment je fais. Et donc, c'est bien d'avoir d'autres qui le font. Et comme ça, moi, ça me rassure en disant, OK, il y en a des maîtres des sabineries. Donc, pour lui, ça sera des stiveries. Je trouve ça, c'est important parce que ça n'est qu'une particularité. Mais le fond de ça, c'est que chacun trouve son style et fait de sa manière un coaching, un accompagnement qui est intéressant pour nos clients. Alors peut-être faire un petit rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode. Pour la supervision qui a 20 ans d'âge, si je puis dire, c'est avec Daniel Grosjean en France. Et aux États-Unis, je crois que c'est avec un coach qui est également artiste, peintre. C'est ça, c'est Steve Morris qui est aux États-Unis, qui est d'abord un spécialiste du branding, mais qui est aussi artiste peintre et qui aujourd'hui accompagne des dirigeants, qui a écrit un livre qui s'appelle Beautiful Business. Et ce que nous partageons, et c'est pour ça on s'est trouvé en accompagnement, c'est l'humanité au centre et sortir des monocadres. Et c'est ça qui permet des sabineries, ou des stiveries ou autres. C'est des multicadres. C'est pas que le delta qui est une posture, mais c'est aussi, là aujourd'hui j'ai sorti 2 livres qui, la psychopathologie collective. C'est intéressant. Est-ce qu'on n'est pas là-dedans? Et ça veut jamais dire complètement plonger dans une théorie, mais avoir des éléments que nous pouvons aussi combiner et qui permet à ce moment-là de révéler quelque chose et de partager quelque chose que les autres n'ont pas vu. Tu le disais à l'instant, en supervision, ça t'arrive d'amener une sabinerie renvoyée par un client ou une cliente, peut-être pour décortiquer ce qu'elle signifie, en quoi elle est aidante pour le client, la cliente, et aussi qu'est-ce qui fait que tu as pu connecter différents éléments pour la créer. Alors justement, si on parle du processus, est-ce que tu as des astuces, des petites recettes qui t'ont permis au fil des années de transformer justement tes réflexions théoriques en aphorismes? Est-ce que tu as identifié des trucs qui t'aident, qui favorisent l'émergence d'une sabinerie? Même si, encore une fois, rappelons-le, ça n'est pas conscient. Donc ma question, elle est paradoxale. Ça n'est pas conscient et je te demande d'être conscient. C'est ça. Merci David. Astuce, je sais pas, mais je peux donner quelques clés qui m'aident à les oser.
une des clés, c'est en cas de doute, je prends l'option la plus courageuse. Donc, entre je dis ou je dis pas, je dis. Entre j'ose y aller ou pas, j'y vais. Qui veut dire me mettre en insécurité, me mettre en danger. Ça, c'est une clé. Une deuxième clé, c'est ne pas attendre quelque chose de particulier de quand je partage quelque chose. C'est-à-dire, j'ai appris à partager, voilà ce que je vois, voilà ce que je sens et voilà ce que je vous donne. Et au début, probablement, c'était parfois des flops. C'était, ouais, bah, merci. Donc, j'avais le choix de je continue ou pas, mais j'avais juste cette envie de faire quelque chose de ça. Donc, j'ai continué à pratiquer. Donc, c'est pas se laisser arrêter par des remarques du « je comprends pas ce que vous voulez dire ». Ne pas se faire arrêter par « franchement, ça n'a rien à voir ici on est pro ». C'est-à-dire dépasser toutes les petites phrases que les clients nous disent ou que nous disons nous-mêmes, qui peuvent nous mettre à l'arrêt. Ça, c'est un travail un peu plus discipliné qui est de dire « ok, je l'ai entendu, je continue quand même ». Deuxième clé. Troisième clé, c'est écouter dans les films, dans les théâtres, dans les shows, dans la télé, tout ce que vous regardez pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vous surprend avec une remarque, avec une manière de faire. Et vous laissez inspirer par des gens qui le font, partons sur le principe, quelque part en vous, il y a un terrain qui souhaite être éveillé. Parfois, c'est un film et parfois, c'est une réplique de film. Ça, j'ai appris un peu plus tard que parfois, par les films, ça peut marcher, mais comme j'ai pas les mêmes références de films que d'autres, ça fonctionne pas toujours ou je peux pas donner le contexte. Mais on a parlé de Star Trek, là, j'ai regardé Wolverine. Et en fait, j'aime regarder ça pour dire à un moment, ça va me servir pour une sabinerie. Donc, je ne peux qu'encourager de s'intéresser à beaucoup de choses et moins au coaching. Plus au film, plus au théâtre, plus à la peinture, plus à autre chose, ce qui va stimuler la créativité, les idées, et d'un seul coup, vous êtes prêt à la partager. C'est ça que je peux donner comme conseil. Et vraiment faire ça avec une joie intérieure. C'est pas avec il faut que je le fasse pour que derrière je puisse. C'est toujours avec cette ah ouais, ah je peux le faire ou je peux pas le faire. Ah j'ai pas osé. Ah ben la prochaine fois je vais oser. Donc beaucoup d'indulgence, beaucoup d'autocompassion et pas rajouter du stress et de la pression sur je vais maintenant pratiquer à faire des fulgurances créatives. Pour me souvenir de l'exemple que tu avais donné dans le premier épisode sur l'accompagnement d'un collectif de dirigeants, peut-être était-ce un COMEX ou un CODIR en Asie, qu'à un moment donné, tu avais eu cette fulgurance qui pointait sur la non-créativité qui était devant tes yeux. Et il me semble que tu avais partagé que tu avais pris un certain temps pour goûter intérieurement et vérifier à la fois le timing et les mots ajustés pour dire les choses et faire en sorte que ça soit certes confrontant, mais dans une bienveillance et une humanité. Oui, c'était un très bon exemple parce que c'était peut-être la première fois de ma vie où je pourrais dire j'étais un peu consciente que quelque chose comme ça était prêt à venir parce que je me suis retenue. Donc c'est pas la totale spontanéité, c'est se retenir et pas confronter, c'est révéler, c'est leur donner à voir sans les heurter, mais en même temps sans laisser aucun doute. Et à ce moment-là, c'était vraiment ça. Ça peut être prétentieux, mais ça m'arrive. Aucun doute à la sensation que j'avais raison. C'était pas peut-être vous avez pas de la créativité. J'étais profondément persuadée et je savais que j'avais raison. C'est prétentieux, mais parfois j'assume. Et là, c'était le cas. En fait, la seule question, c'est comment je peux leur dire ça avec suffisamment d'amour pour que ça fasse une étincelle dans le cœur. Positive. Et cette partie-là m'a pris du temps parce que si je l'avais dit trop vite ou trop pas reconnaissant, alors ça aurait été une confrontation et un débat. Et c'est jamais évident. Ça m'intéresse de comment chaque auditeur et auditrice le vit. Comment fait-on? Et ça nous arrive, j'en suis persuadée autant que coach, que quelque part, par moment, nous savons que nous avons raison sur un certain regard, sur une certaine vérité. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le partage pas? Comment on le partage? Comment on n'y renonce pas? Je trouve ça, c'est des questions qui sont aussi dans la sabinerie parce que quand je le dis, je suis très convaincue. Il n'y a pas de possibilité de négocier. C'est cette partie-là qui est très ancrée en moi quand je l'ai, c'est vraiment ça. Et ça fait partie, je crois, des sabineries. En discutant avec toi, c'est ça, je me rends compte, cette conviction absolue que c'est ça et rien d'autre. Est-ce que tu as d'autres exemples, en fait, récents ou plus anciens, de feedback de clients qui t'ont dit, là, vraiment, quand tu m'as dit cette phrase, ça m'a vraiment fait réfléchir, etc. Et que par la suite, tu t'es dit, ouais, c'était une sabinerie. Une cliente que j'avais accompagnée il y a 12 ans, elle me disait, voilà, moi, j'avais cherché un coach qui m'aidait à négocier pour influencer.
Et j'ai dû lui dire quelque chose, bon, négocier, c'est pas ça. Le plus important, c'est trouver votre style et devenir heureux dans ce que vous faites. Elle est venue aujourd'hui et elle m'a dit, il y a 12 ans, tu m'as dit ça et ça a façonné ma vie. Donc, je pense que c'est une sabinerie. Et donc, ça veut juste dire qu'il y a 12 ans, déjà, je les faisais. Sans le savoir. Sans le savoir, mais vraiment pas. Et quand elle m'a dit ça aujourd'hui, plus la préparation à cet deuxième épisode, m'a juste mise en évidence que probablement ça fait longtemps que je l'ai fait. Et ça, c'en est un autre exemple. Il y a des exemples où une équipe peut me dire « Ah, on voulait pas y aller, je sais pas du tout comment t'as fait, mais à un moment, ils étaient tous contents d'avoir changé radicalement de direction. » Quand on me dit ça, je pense que j'ai fait une sabinerie. C'est-à-dire, j'ai dû être déroutant, mais avec bienveillance. Je peux être très patiente dans la bienveillance. Et ils sont venus en disant, on comprend pas ce qui nous est passé. Mais là, on a quand même vraiment changé de direction. C'est ce qu'on veut. Et là où c'est beau, où je sais c'est une sabinerie, quand ils disent, on n'a pas besoin de comprendre. On sait juste que c'est la bonne direction. Mais en fait, quelque chose a changé et il n'y a plus de retour possible, peu importe, on ne comprend ou pas. Donc après, autant que coach, mon envie, c'est les aider à ce qu'ils peuvent le faire sans moi et de leur transmettre tout pour le faire. Mais il y a parfois, je me pose la question, peut-être il y a des moments où on a besoin d'un coach pour le faire et une fois c'est fait, c'est bon et le reste continue. Et il y a peut-être des moments où vraiment nous avons besoin de quelqu'un d'extérieur qui nous le permet. Et une fois c'est fait, par contre, je considère que mon travail est fait. Le reste, je sais que l'organisation ou l'équipe en l'occurrence avait plus besoin de moi. Est-ce que tu penses que c'est possible d'utiliser effectivement une métaphore déconcertante ou faire un trait d'humour en tant que professionnel à l'accompagnement, ou même en tant que leader d'ailleurs, en tant que manager, quel que soit le contexte? Est-ce que c'est toujours possible ou est-ce qu'il y a des contextes, ce qui me vient là spontanément, ça serait des contextes de conflit, où il vaut mieux l'éviter? Si on se rappelle quelques films, quelques histoires, quelques siècles, en cas de conflit, on prenait une forme de pipe de paix. Calumet. Ouais, nous on dit Friedenspfeife, donc j'ai traduit, mais a priori c'est pas le bon mot. Calumet de la paix. Voilà. Et en fait, c'était pour détendre l'atmosphère, pour parler de soi, pour parler des expériences, pas forcément avec l'humour, mais quand même avec, on va parler d'autre chose avant de continuer. Quand je me rappelle de ma famille personnelle, qui est donc très très nombreux, on peut, nous, autant que famille, faire le tour d'une église en se tenant à la main. Quand il y avait de grands conflits quand même dans la famille, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui a fait une blague. Alors, soit c'est, oui, mais la blague, c'est malvenu, mais ça détend l'atmosphère, ou la blague marche et ça détend l'atmosphère. Donc, moi, je connais que ça marche aussi dans des moments difficiles. Je suis pas forcément quelqu'un qui fait ça à ce moment-là, parce qu'en fait, je suis trop pris par les émotions, par les sensations, par tout ce qui vit en moi, donc je suis pas forcément capable à sortir l'humour. Mais je suis contente quand quelqu'un le fait. Je dirais quand c'est vraiment des grands conflits, comme j'ai vu dans les coopérations franco-allemandes où vraiment les deux équipes voulaient plus aller dans la même salle, où il fallait vraiment faire plus la médiation et autres. Là, commencer avec des blagues, en tout cas culturellement, c'est pas très juste. J'ai toujours dit en interculturel, je fais attention avec l'humour parce que ce qui est une blague dans une culture peut être pas du tout une blague dans une autre. Mais plus que l'humour, c'est la joie intérieure qui dit « Tiens, je vais vous dire ça ». Si je le fais dans des moments très compliqués, dans les accompagnements que je peux avoir, alors je commence toujours par faire l'humour sur moi. Je fais toujours d'abord l'autodérision. Et ça, la plupart du temps, par contre, je sais que ça détend et ça me va bien. Ça autorise. Oui, ça autorise. Et tu modélises. Commencer par soi, se trouver pas si sérieux que ça, pouvant dire bon, là moi-même je suis bloqué, comment on va pouvoir avancer, sans en faire un drame, mais plutôt en bon, comment on va s'en sortir là. Souvent je dis on est dans la boue avec les palmes. Donc comment on va s'en sortir? C'est quoi la marche des palmes? Ça fait quelque chose parce qu'en fait ça parle, parce que souvent je trouve vraiment que c'est ça. Et je me dis mais moi j'ai les plus grandes palmes. Donc l'autodérision et trouver quelque chose de très décalé. Ça, je pense que c'est souvent intéressant et ça permet à nos clients d'avancer et d'oublier un peu tout est sérieux. Qu'on peut faire des choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Oui, et de toute façon, tout ce qu'on peut faire sans se prendre trop au sérieux, c'est bien. Alors à présent, je te propose d'évoquer certaines œuvres d'art sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord avant l'épisode pour peut-être continuer à explorer ce thème et voir comment ça permet de faire un pas de côté aussi, de faire référence à des œuvres. La première s'intitule « La trahison des images », qui est une peinture à l'huile datant de 1928-1929 de René Magritte.
Et ça représente en fait une pipe sous laquelle il y a la légende suivante au sein du tableau. Ceci n'est pas une pipe. Ce qui est effectivement un exemple parfait de surréalisme. Qu'est-ce que ça t'inspire ce tableau pour incarner la différence entre la théorie et la pratique? Je trouve que c'est un tableau très intéressant parce que plein de paradoxes. Dans notre regard, c'est une pipe. En dessous, c'est marqué « ça n'est pas une ». On voit une personne qui regarde pas le tableau mais qui regarde ailleurs. Ça, c'est pas dans le tableau. Hein. Ah. Ça, c'est parce que c'est une photo de l'œuvre qui est dans un musée. Ah, ok. C'est une touriste, en fait. Mais on mettra cette image-là dans les notes de l'épisode si tu veux qu'on garde les rires. Je crois que ça vaut le coup quand même. Mais non, Sabine, écoutez, c'est une touriste. Ah, ok, d'accord. Effectivement, il y a une touriste qui regarde, on ne sait pas ce qu'elle regarde le mur, mais pas l'œuvre. J'aurais pu faire toute une théorie sur la dame. Je trouve que c'est un tableau intéressant pour mettre en relief ce qu'on vient de dire sur théorie et sabinerie et pratique. Non seulement, objectivement, quand on voit l'image, c'est une pipe. En dessous, c'est marqué « ceci n'est pas une pipe ». Et le paradoxe même nous demande de réfléchir au-delà de ce qu'on voit, donc au-delà des évidences. Et en fait, c'est très difficile d'avoir une pipe dans les yeux. Change. On va pas s'en sortir là. Non, on n'arrivera plus. Bon, tu veux que je continue là? Oui, pardon, ça y est. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça met une tension immédiatement visible. Et en fait, je vois mon esprit travailler. En fait, je vois entre mais est-ce que je regarde? Est-ce que c'est la phrase? Qui a raison? Qui a tort? Donc, je me vois dans un esprit théorique de ben, c'est pas possible, c'est pas cohérent. Quand c'est pas cohérent, c'est en fait aussi le secret des sabineries. Il y a quelque chose de pas cohérent là-dedans, de paradoxal, de pas immédiatement associable. Et ça, c'est assez bien montré dans ce tableau. Et très honnêtement, ce qui je trouve intriguant, c'est que c'est une sorte de mystère là-dedans qui nous tient par sa force d'attraction de ce paradoxe qui n'est pas cohérent. Et quelque part, nous voulons comprendre. Or, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit d'aller au-delà, de dire que tout mot que nous avons pour une chose, c'est arbitraire quelque part. Quand il dit ça, ben, c'est peut-être complètement autre chose. Nous avons à garder en nous cet esprit de contradiction, cet esprit d'aller au-delà des mots, cet esprit d'aller au-delà de ce qu'ils disent les théories. Et pour ça, je trouve que c'est parfaitement bien illustré dans ce tableau. En tout cas, il y a un différentiel, semble-t-il, entre la représentation et l'intention de l'artiste dans cette représentation. Et moi, je me disais, tiens, c'est marrant, c'est au fond, la réalité, elle dépasse toujours la théorie, quoi. Bah, la question, c'est qu'est-ce que c'est la réalité? Celle qu'on voit ou celle qu'on nous dit de voir. C'est ça. Ou qu'on s'imagine de voir, jusqu'à quelqu'un nous dit, mais non, c'est pas ça. Je reviens sur cette question, qu'est-ce que les théories font de nous? Si ça fait de nous que nous sommes uniquement rigides, pas ouverts à autre chose et jamais flexibles et adaptables, c'est pas le but d'une théorie. Le but d'une théorie, c'est aussi nous appeler à aller au-delà et de voir, c'est quelle est la réalité que je choisis. Et ça nous rappelle aussi que nos perceptions peuvent être très différentes à chaque fois et qu'il suffit d'en parler et voir que ce qui dit l'un, c'est pas vrai pour l'autre. Selon toi, ou selon vous, chères auditrices, chers auditeurs, jusqu'où peut-on étirer une théorie sans la trahir? Jusqu'où peut-on la rendre flexible, adaptable, pratique? Moi, ce qui me vient, je reviens sur quelque chose que j'ai dit avant, en quoi on est amoureuse d'une théorie, en quoi on la respecte, en quoi on voit ce qu'elle nous apporte et ce qu'elle nous révèle. Et on trahit moins rapidement quelque chose dont on est amoureux que juste quelque chose qu'on pratique, qu'on utilise. Donc ça, c'est la première chose. Donc je trouve que ça fait un bon gardien. Un gardien au sens garde-fou, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est aussi les réactions d'autres personnes qui vont nous mettre dans le bon sens. S'il y a trop de personnes qui voient qu'il y a trahison de la théorie, la plupart du temps, on va le savoir. Donc, ça veut dire travailler notre capacité à rester ouvert et écouter les autres quand ils disent non, là, t'es allé trop loin. Ça fait plus sens. C'est d'ailleurs, on le sait intuitivement, quand les gens nous citent ou disent quelque chose de nous qui est complètement sorti du contexte. Nous avons tous cette sensation, pas d'être trahis, mais que c'est pas vraiment ça ce que nous avons dit. Ça veut dire aussi notre éthique qui est expliquer d'où les gens viennent, qui ont été les créateurs des théories. C'est donner l'honneur à ceux qui ont créé
Si on le fait pas, par exemple, si on prétend d'avoir été à l'origine d'une théorie qui a été déjà mentionnée quelque part, pour moi, ça, c'est plus le respect de la théorie. Et en même temps, aujourd'hui, on doit être clair aussi que c'est très difficile d'avoir des théories radicalement nouvelles parce que beaucoup de choses dans les éléments est dit dans les théories anciennes. C'est plutôt parler d'un nouveau image, d'une nouvelle manière de l'appliquer, d'une nouvelle façon de la pratiquer. Mais je pense que si on aime une théorie, on prend la théorie Gestalt parce que je l'ai nommée tout à l'heure, si on aime cette théorie, on l'aime aussi pour le fondateur. Et si on aime le fondateur et pour tout ce qu'il a fait là-dedans, alors on va moins rapidement trahir. Le dissocier complètement de tout son travail, de ce qu'il a été, le pourquoi il l'a fait, pour moi, c'est s'éloigner trop de la théorie et de l'éthique qui doit aussi nous guider. Alors, autre question qui m'est venue en regardant ce tableau, est-ce que tu penses, et donc pensez-vous, que les métaphores peuvent parfois simplifier à l'extrême la complexité d'une situation ? Alors, c'est la question des métaphores. À quoi les métaphores servent? Qu'est-ce que les métaphores nous permettent? Je pense que c'est parfois possible que les métaphores sont trop simplistes pour des sujets vraiment complexes. Je pense que c'est souvent notre envie de rendre des choses plus simples pour les comprendre qui fait que nous utilisons des métaphores qui peuvent simplifier à outrance. La réalité est bien plus complexe que n'importe quelle métaphore qu'on peut avoir sur la vie. Si on dit la vie c'est comme de l'eau, c'est bien plus complexe que ça. Si la vie c'est comme la fleur qui va s'épanouir, la vie est beaucoup plus complexe comme ça. Par contre, les métaphores sont vraiment très pertinents pour permettre à notre cerveau d'écouter et de percevoir des choses autrement. C'est changer de registre d'observation, de perception, de réflexion. Pour ça, je pense que les métaphores sont très utiles, très nécessaires et peuvent ouvrir d'autres visions. La métaphore du sport pour les organisations, parfois c'est un peu trop simple. Déjà, si on regarde un match de foot, c'est super compliqué. Juste dit, l'organisation, c'est comme une équipe sportive qui veut réussir, même si là, j'exagère mes mots, c'est rarement comme ça que c'est dit, mais cette tendance-là de vouloir simplifier peut exister et en soi, c'est pas grave si on le sait et si on remet la complexité en route. On s'en est sorti. Par contre, du coup, c'est une sabinerie parce que moi, je vais plus jamais oublier ce tableau. Tu vois, fondamentalement, c'est une sabinerie. Ce qui nous est arrivé. Oui. C'est une sabinerie parce qu'on était décalés, on n'a pas bien compris et d'un seul coup, de quoi on parle? On éclate de rire. Bon, fondamentalement, c'est une sabinerie. Mais je pense que je vais le garder. Ah oui. Ah oui. Non, parce que pour bien l'expliquer aux auditrices, aux auditeurs, en fait, la photo que j'ai choisie de l'œuvre de René Magritte, c'est une photo où on voit une touriste en train de regarder le mur plus que le tableau, et du coup, tu pensais que ça faisait partie de l'œuvre. Oui. La présence de la touriste qui a l'air complètement paumée face à l'œuvre. Oui, et en fait, pas du tout. Et j'étais en fait en train d'avoir toute une approche de la personne qui ne regardait pas le tableau pour dire c'est ça les théories. Parfois, on les regarde pas et on regarde autre chose. Donc, j'aurais pu développer toute une pensée Intéressante. Et pas du tout dans l'œuvre. Je pense, vu le fou rire que nous avons pris, c'est une daviderie, une sabinerie. Parce qu'ensemble, on s'est rendu compte à un moment qu'on est décalé et que ça nous a permis de dire, OK, on va faire autre chose. C'est ça aussi, ça peut arriver à deux. Et c'est juste parce qu'à un moment, tu m'as dit, mais Sabine, elle fait pas partie du tableau. C'est énorme, parce qu'en plus, je connais le tableau. Mais parce que tout était en rose. Tu vois, et pour moi, elle faisait d'un seul coup partie, quoi. Alors, il faut dire aussi qu'effectivement, elle porte un pull rose sur un mur mauve, donc on croit que ça fait partie du cadre. Tu vois? Je reconnais. Extraordinaire. Je te propose maintenant de parler des créations du styliste japonais Issei Miyake. Il est né en 1938 et il est mort en 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et il avait une spécificité dans ses créations de vêtements, c'est qu'il y avait un énorme travail sur le plissage. Donc on va regarder quelques photos. Et donc je me suis demandé dans quelle mesure, en fait, plier les idées pour mieux les déployer, c'était pas une méthode universelle. C'est vrai pour les vêtements, ça donne un résultat très joli, qui semble à la fois fragile et subtil, sensible, et en même temps, des mannequins le portent. Alors déjà, je trouve ce qu'il a fait comme approche de mode, c'est très beau. Comme souvent, d'ailleurs, les créateurs japonais, ils apportent leur propre style. Ce que ça m'évoque, c'est vraiment, parfois, c'est intéressant de plier des choses, de plier des idées pour voir ce qu'il reste pour les déployer autrement. Est-ce qu'on les pliait là pour les déployer dans un autre contexte? Je ne sais pas si ça existe en France, mais on pouvait faire un jeu où on pliait une feuille
en 4-5 fois et en fait, on l'ouvrait et à chaque fois, c'était écrit quelque chose à l'intérieur du carré qu'on ouvrait. Oui, ça c'est un jeu d'enfant, je me souviens plus comment ça s'appelle en effet, c'est tout un art de plier et de mettre des C'est questions ça. ou éventuellement des actions à faire. Oui, c'est ça qui est intéressant parce que c'est plié. En fait, on peut plier en même temps de nouvelles questions arrivent. On peut jouer avec, on peut le redéplier. Et en fait, c'est une question de rendre une théorie vivante. Elle n'est pas dans le marbre, elle n'est pas écrite pour toujours, mais on peut la déployer. Ce qui est intéressant, par exemple, la Constitution américaine, elle est faite par le peuple pour le peuple, ce qui veut dire qu'on peut changer quelque chose par le peuple pour le peuple. Il y a d'autres lois, d'autres fonctionnements où c'est écrit dans le marbre, donné par une entité supérieure et du coup on n'y touche plus. Une théorie a ça, elle est faite par des gens pour des gens. Elle est faite pour comprendre des phénomènes. Et quand on la plie, parfois quand on la pratique, on vient un avec la théorie et ce qui nous permet de l'intégrer, la déployer ailleurs. Et ça, je trouve, c'est beau quand les théories le permettent, sans être vu comme quelqu'un qui fait un transfert théorique. Il faut quand même avoir connu la théorie pour l'appliquer, mais même cette idée que c'est pliable et on peut en faire quelque chose, je pense même que ceux qui ont fait les théories, les grands chercheurs, les grands explorateurs de théorie, c'est des gens extrêmement adaptables, extrêmement flexibles, extrêmement dont je plie mes idées. Si nous, autant que coach, on peut faire pareil, si les leaders dans leur théorie de leadership peuvent plier ce qui est important, déplier à d'autres moments, je pense que la théorie va recevoir son jus vivant. Un des éléments, me semble-t-il aussi, de ces créations plissées, c'est leur apparente simplicité avec une forme de minimalisme, alors qu'en réalité, pour atteindre cette apparence simpliste, il y a une complexité dans le travail du tissu qui est colossale. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi finalement? Non pas simplifier, mais résumer en une phrase profonde et en apparence simple quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus large. Oui, les années parfois de travail, de recherche sur une théorie, les années de travail de pratique de coaching, les années de travail d'un leader qui veut emmener une organisation quelque part, c'est rarement ce qui est visible. Ce qui est visible, c'est le produit final, c'est beau, c'est pas beau, on n'aime pas, mais tout le soin qu'on a pris, le travail qu'on a fait, c'est rarement visible. Ça, c'est quelque chose de très important aussi bien pour les leaders que pour les coachs, pour les managers. Comment nous pouvons voir toute cette expérience et c'est le travail qui se cache derrière de ce qu'ils nous montrent aujourd'hui. Je sais que les coachs font beaucoup de travail sur eux, de travail en supervision, de travail sur la théorie, de travail de pratique, et c'est rarement visible. C'est même rarement visible en supervision parce que nous pouvons être sur certaines dimensions. Mais en fait, quand je supervise ou quand je coach, à jamais oublier que devant moi est un personnage avec beaucoup d'expérience, beaucoup de pliage, beaucoup de travail, conscient ou inconscient, et c'est à honorer, et c'est ça en fait la beauté. Mais nous avons le choix, nous pouvons voir les gens uniquement comme le produit d'aujourd'hui ou d'une année ou de 2 ans, ou nous pouvons avoir la totalité de la personne avec toutes les expériences de vie qu'elle a fait et qui sont pliées en elle et qui sera très intéressant de dire où sont les plis de la personne pour que je puisse aussi voir déplier et redéployer des choses qui ont été en fait pliées. Je pense qu'en France existe cette expression-là, on plie les affaires pour partir. On fait sa valise, quoi. On fait sa valise. Et en fait, c'est intéressant de se dire, parfois on a fait ça. On a plié des choses, on l'a mis dans une valise et on a dit, c'est terminé, c'est parti. Parfois, il faut récupérer ce qu'on a oublié pour le remettre dans le vivant. Et là, entre théorie et pratique, c'est plutôt via la pratique qu'on le fait que par la théorie. Donc, je trouve c'est intéressant parce que ça me rappelle, moi, vraiment que la pratique est essentielle. C'est même des outils, des pratiques que nous pouvons faire. Encore une fois, moi, j'ai passé 130 à 150 portes. Mais ça peut être très intéressant sur la base de ce qu'on vient de dire, de prendre des feuilles et de plier, d'écrire des choses dessus et plier pour voir comment ça se déploie. Comment on peut demander à notre client de plier. Donc, je trouve que ça, par contre, c'est une métaphore riche de vie et qui nous permet de nous éloigner un peu plus de l'approche théorique et avoir une pratique qui permet de passer de la théorie à la pratique.
Alors en l'occurrence, le styliste japonais a essayé des pliages sur plein de tissus différents avant de trouver ceux qui étaient plus adaptés à ce type de travail, qui étaient tout à fait spécifiques. Si on fait un parallèle un peu rapide, est-ce que tu penses qu'il est toujours possible de transformer des idées abstraites en outils concrets, ou penses-tu que pour certaines, elles doivent rester théoriques uniquement? En fait, je ne sais pas. Quand je parle avec des personnes qui font de la physique ou qui aiment les mathématiques, quand ils formulent des phénomènes en théorie mathématique, je suis pas sûre si de cette théorie-là, on peut faire une pratique au quotidien. Peut-être la physique, mais plus facile, parce que c'est plus réel, la physique, que les mathématiques. Mais peut-être nous devons accepter que certaines choses nous appartiennent pas. Peut-être certaines choses doivent rester théoriques pendant un certain temps, et il y a à respecter que certaines personnes sont excellentes dans la théorie. Eh bien, c'est un respect aussi pour la théorie qu'on peut pas rendre pratique. Et c'est pas parce que moi je suis plus intéressée par la pratique que d'autres ne doivent pas être fascinés par une théorie qui reste une théorie, dans la beauté de la théorie. Parce que tous les personnes qui font la théorie en expression mathématique ont la beauté des chiffres, ont la beauté des formules, trouvent que c'est magnifique. Peut-être c'est à nous, par moment, d'accepter que la théorie aussi est un terrain très beau et que c'est pas tout doit rester pratique. C'est peut-être à nous de nous adapter aussi et accepter que parfois, il y a des choses que nous comprenons pas, que ça sera inaccessible pour nous, qu'il y a d'autres qui aiment ça et qu'on peut respecter le travail qu'il fait. Alors à présent, je te propose le questionnaire sabinien qui va te permettre et permettre aux auditrices et aux auditeurs peut-être de cheminer avec ce thème des théories aux sabineries. Quelle théorie utilises-tu? Quelle théorie utilisez-vous régulièrement? Et comment pourriez-vous, la transformer en métaphore vivante? Alors, j'utilise régulièrement les approches théoriques de l'interculturel. Ça fait partie de ma base. La métaphore que moi j'ai, c'est le delta, comme on avait dit la dernière fois. Je vais pas changer ça parce que profondément c'est ça. Tu t'en sors bien là. Je m'en sers bien. Oui, c'est vrai. Toutes les approches existentielles vraiment m'influencent. En métaphore, ça peut donner quelque chose du style la caverne, c'est-à-dire on est tous dans une forme existentielle, parfois en caverne ou pas. Est-ce que c'est quoi la manière dont on va sortir et trouver la beauté de l'existence en sortant de la caverne? Donc je dirais ça. C'est quoi, la caverne de Platon? Oui, c'est la caverne de Platon, mais au-delà, je pense que tout le monde a été à un moment dans une forme de caverne. Personne aime être dans une caverne enfermée, en tout cas pas moi. L'existentiel a parfois tendance à nous enfermer un peu dans les grands enjeux existentiels. Donc sortir de là avec ce que ça a de beau, voir l'air, voir l'eau, voir la lumière, je pense que ça peut être très intéressant comme métaphore. Et puis, pour toute théorie de lien ou de relation, je prendrais comme métaphore les tissages de liens, tout simplement parce que ma meilleure amie en Allemagne, elle a fait 1 an de tissage et elle m'a montré et beaucoup parlé de ça. Et en fait, ça prend beaucoup de temps, ça choisit les couleurs, c'est manuel, c'est un résultat visible à la fin. On le voit qu'à la fin, on le voit pas au début. Ça nécessite de l'imagination et tout est lien. Dans quelle mesure l'humour et la légèreté ont-ils une place dans ton style d'accompagnement, dans votre style d'accompagnement ou dans votre style de management ou de leadership? L'humour et la légèreté, moi j'ai appris avec le temps de donner beaucoup plus de place à la légèreté que je faisais au début. Vraiment au début, pour moi tout était sérieux, on rigolait pas avec le coaching, on rigole pas avec la loi, on est sérieux, on l'applique, on a des résultats, donc pour moi la légèreté était vraiment très loin. Et au fur et à mesure, j'ai appris que beaucoup de choses peuvent être vues, résolues, travaillées avec plus de légèreté, et j'ai donné une vraie place à la légèreté dans mon fonctionnement. Ça veut dire, j'ai appelé mon business Joy and Business, donc pour qu'il y ait la joie. J'ai un petit critère régulier, si j'ai pas ri avec mon client au moins une fois pendant une séance, je me dis on était vraiment très sérieux. Si en supervision, à un moment, il n'y a pas quelqu'un qui fait une blague ou quelque chose qui permet qu'il y ait de la légèreté ou que parfois on boit une bouteille de champagne à la fin d'année, pour moi, c'est maintenant aussi important que tout le travail dit sérieux dans l'accompagnement. Mais je trouve vraiment, dans ce monde aujourd'hui, la joie et la légèreté à sa place et nous fait du bien. Et donc, moi, j'aime bien rire. Pas toujours qu'on rit sur moi, mais même ça, j'ai appris. Et je trouve que ça doit avoir sa place dans l'accompagnement et surtout le leadership.
Alors dans cet épisode, on a beaucoup parlé des sabineries que tu fais sans t'en rendre compte, etc. Mais parfois, c'est les clientes et les clients qui peuvent, à un moment donné de l'accompagnement, faire une remarque déroutante qui semble totalement hors cadre. D'abord, première question, est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que ça vous est arrivé, chères auditrices, chers auditeurs? Et comment tu mets au travail, comment mettez-vous au travail ce type de remarque pour peut-être faire avancer le client dans la conscientisation de ce qu'il y a, de ce qui existe? Quand ça arrive, et ça m'est arrivé, je suis persuadée que ça fait partie du terrain relationnel qui fait partie de l'accompagnement. Quand des choses comme ça sont possibles, considère que la relation est bonne et que des choses un peu bizarres sont possibles. Deuxième chose, si ça arrive, je pense que mon client a gagné en maturité, en confiance, en affirmation, parce qu'il ose me dire quelque chose ou faire quelque chose. Et ça veut dire on est vraiment arrivé à un niveau de réciprocité et d'égalité. Je suis presque plutôt attirée ou j'essaye de voir à quel moment il va me faire la sortie créative, sa fulgurance, sa remarque. Et ces remarques peuvent être insignifiantes, mais j'ai appris avec le temps de les valoriser pour ce qu'ils sont. Quelqu'un qui d'un seul coup, à la fin d'une séance, plus ou moins très timidement, me sort un gâteau au chocolat qu'il a fait. C'est une sorte de sortie du cadre. Je vois qu'il a mis son cœur là-dedans. C'est peut-être pas la fulgurance, mais je vois qu'il y a rupture du cadre et il y a une recherche de quelque chose de plus proche. Donc pour moi, c'est possible, c'est acceptable. Et je me sens plutôt honorée. Et la question est toujours comment nous sommes capables de recevoir sans forcément faire un retour au client immédiatement. C'est des personnes qui peuvent me dire, après une séance, un peu plus tard, Sabine, cette séance-là, je suis quand même restée 10 minutes plantée dans le trottoir à l'extérieur parce que je sais pas du tout ce qui venait de m'arriver. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que si tu crois que tu es créatif, moi je suis plus créatif encore. Donc j'adorais ça parce qu'en fait c'était reconnaître qu'il était là-bas, me faire un retour comme ça et en même temps jouer le jeu que moi aussi je peux créatif. Et c'est quelqu'un qui a fait plein de créativité après dans l'accompagnement. Et en fait ça a été une bascule. Donc accepter ça, accepter en fait d'être dérangé, accepter d'être dérouté, accepter l'inacceptable hors cadre me semble vraiment le point absolu et important pour inviter la joie et la légèreté. Mais si à chaque fois rien n'est autorisé parce que c'est une certaine convention, je pense que l'humanité restera dehors et l'humanité se dévoile dans ces moments-là. Donc, c'est plutôt bon signe quand vous êtes surpris par des prises de parole ou des gestes de vos clients ou pour les leaders de tous ceux que vous allez guider vers le succès ou vers ce que vous avez à faire. J'ai une question de curiosité additionnelle, mais t'en as beaucoup de clientes et clients qui t'apportent des gâteaux au chocolat? Non, mais ça arrive. J'ai eu des gâteaux, j'ai eu des chocolats, j'ai eu des clients qui sont allés loin, qui sont revenus avec du thé matcha parce que j'aime ça. Et en fait, c'est une façon pour moi d'être très touchée, de comprendre qu'en fait, nous, si on fait notre travail en relation, c'est se rendre compte que nous restons dans l'esprit de nos clients au-delà de la séance. Et on sait jamais d'où ça revient. Donc, quand ça revient par des retours que j'ai eu vraiment en supervision aussi avec les gens qui sont arrivés avec le thé, vraiment, j'étais profondément touchée parce que ça me rapproche des personnes et c'est soi-disant pas comme ça qu'on fait. Donc, quand c'est possible, je trouve que nous faisons notre travail d'humanité et notre manière d'être ensemble et du coup, la totalité est possible et ça doit exister, que nos clients nous surprennent, nous déroutent, nous invitent parfois. J'ai eu une invitation pendant les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est du cadre? Est-ce que c'est pas du cadre? Est-ce que le coaching est défini ou pas? Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous empêche en fait? De quoi nous avons peur quand c'est comme ça? Et donc là, on approche, pareil, une question de théorie. Est-ce qu'on doit, on doit pas? Ça induit pas? C'est là où je dis chacun sa pratique. Chacun connaît les fondements et les limites de la théorie et les limites à pas franchir. Et donc ça, je pense qu'on doit être tous très rigoureux là-dessus. Et à ce moment-là, peut-être la vie s'invite un peu plus que nous imaginons dans nos séances et dans notre leadership. Et alors un collier Cartier, t'as eu aussi ou pas? Non, j'ai pas encore eu ça. Pourtant, j'avais espéré à un moment, mais c'est pas encore arrivé et c'est très bien comme ça. Ceci dit, la boutade, elle est intéressante. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un prix symbolique au-delà duquel tu n'accepterais pas le cadeau?
Ou est-ce que tu considérerais que c'est justement hors cadre? Parce que du thé matcha, il y a une valeur effectivement, mais c'est pas tout à fait la même chose que une Porsche ou... Alors, très honnêtement, là, on arrive sur un point où je vais pas me poser la question maintenant tant que c'est pas arrivé. Alors très bien, là on va dire à tes clients, n'hésitez pas à essayer si vous voulez voir jusqu'où Sabine. Capable de recevoir. Je pense j'aurai une frontière, mais très honnêtement, c'est classiquement des questions qui sont des questions sur lesquelles j'ai aucune idée tant que ça s'est pas présenté. Comme je fonctionne par la réalité, c'est vrai, ça me met pas en stress, mais en difficulté. Quelqu'un qui va me donner, je sais pas, une Porsche ou une montre, je sais pas comment je vais réagir. Mais je me fais suffisamment de confiance aujourd'hui pour trouver la bonne approche, les bonnes paroles, et je vais sentir à ce moment-là si c'est juste ou c'est pas juste. Je crois pas que j'accepterai une Porsche. Et d'ailleurs, je crois pas non plus qu'on me proposera une Porsche. T'es suffisamment ancré et solide pour être capable de prendre la bonne décision le moment où il faut la prendre, c'est ça? C'est ce que je pense, c'est ce que j'espère. Et je pense qu'il y a des limites. Il y a toujours des limites quelque part. Est-ce que les limites nous libèrent ou est-ce que les limites vont nous figer? Aujourd'hui, un gâteau, un thé, un bouquet de fleurs, je crois que c'est tout à fait faisable, mais j'ai des collègues qui n'acceptent pas. Donc, même ça peut se discuter et je suis tout à fait d'accord. Il y a des approches, il y a des théories qui montrent que c'est pas efficace. Mais peut-être c'est quand même efficace dans la manière dont moi j'accompagne et c'est là, je reviens, où chacun doit trouver son style, sa manière, dans le respect de l'éthique et du client. Eh bien, je te propose, Sabine, d'en rester là par rapport à ce deuxième épisode et on se retrouve dans à peu près un mois pour la suite. Oui, David, merci beaucoup. Sabine & Co. rejoignit l'aventure Joy and Business autour de cette série de podcasts. Sabinerie, ça a une caractéristique, ça nous pousse à regarder quelque chose sous un angle auquel on n'a absolument pas pensé. Mais en tous les cas, elle met une graine qui me fait cheminer là où je ne pensais pas cheminer. Donc c'est ça la sabinerie. Une sabinerie, ça déséquilibre. Mais pas pour le plaisir de déséquilibrer. C'est le déséquilibre pour des mini ou des grands chaos créateurs. You can have the theory, you can have the rules, you can have the practice, but when it actually comes down to moving the needle on the meter, actually making progress, especially when things are stuck, then a good, decent sabinerie can be very, very useful. A sabinerie could be, for example, to tell people on the team to do something completely unexpected, something that is totally not conventional in terms of framework or coaching practice, but really radically drives the message home quite clearly on the spot. Obviously, this has inspired me sometimes to say something or do something or pay particular attention to how I do something and how that may influence my clients. Je pense que la théorie va donner une vérité, là où la sabinerie va donner un décalage et un centrage. Et je trouve que ce que ça dit aussi, c'est que quand un client va te dire sabinerie, c'est qu'ils ont vraiment intégré quelque chose qu'ils associent à elle et qui leur parle. Donc je trouve que c'est encore plus spécifique et plus juste peut-être pour le client que les grandes théories, etc. Moi, il y a un mot qui me vient chaque fois que je pense à Sabine, c'est la décoïncidence. C'est-à-dire qu'elle fissure toutes les certitudes, toutes les croyances. Et finalement, on est toujours étonné, surpris. Il y a toujours cette volonté de retourner les choses, d'aller ouvrir des espaces de réflexion. Sabine & Co, le podcast d'une provocatrice bienveillante.